Que feriez-vous? Comment vous sentiriez-vous si au retour d'une brève balade dans un parc, vous vous rendiez compte que vous n'avez plus votre téléphone portable sur vous? Pire, si vous vous rappeliez soudain de cette personne qui vous a approché de façon bizarre et que vous vous mettez à la suspecter du vol. De nos jours, les téléphones portables coûtent une vraie fortune et sont bien plus que de simples outils de communication. On y stocke nos photos, nos vidéos, nos playlists. Ils contiennent nos agendas, nos notes, nos contacts, nos réseaux sociaux, etc. Une grande partie de nos vies est accessible via cet unique appareil électronique qui nous suit partout. L'affaire du jour commence par l'histoire d'un adolescent du Colorado qui se fait voler son iPhone et se termine par 5 personnes d'une même famille qui meurent brûlées vives. Cette affaire, choquante et bouleversante, traversera même les frontières des États-Unis outre-Atlantique et fera grand bruit au Sénégal, le pays d'origine des 5 victimes. Bonjour à tous, ici Morgiane, accrochez-vous bien car nous allons ensemble mener l'enquête. Le 5 août 2020, à Denver, capitale du Colorado. La soirée s'annonce tout à fait normale, une soirée comme une autre chez la famille Diol, une famille sénégalaise qui réside dans un quartier résidentiel, Green Valley Ranch, à Truckee Street. Le père de famille, Djibril, est diplômé en génie civil de l'Université d'État du Colorado et travaille dans l'entreprise de construction Kiewit Colorado. Son plus grand rêve, pouvoir un jour utiliser ses connaissances acquises aux États-Unis durant ses études et ses expériences professionnelles pour améliorer les infrastructures au Sénégal, son pays natal. Ce soir-là, l'ambiance est bonne. Sa femme, Adja, et lui hébergent chez eux des amis le temps que ces derniers se trouvent un logement. Les Diol sont des gens bien qui ont la main sur le cœur, donc ça ne les dérange pas d'accueillir des amis dans le besoin. Au même moment, vers 2h40, une patrouille de police fait une ronde dans le quartier. Les agents dans le véhicule aperçoivent l'épaisse fumée noire et les flammes qui proviennent de la maison des Diol. Immédiatement, les autorités alertent les pompiers et en attendant leur arrivée, ils tentent de pénétrer dans la maison pour porter secours aux victimes. La tâche s'annonce difficile car à l'intérieur de la maison, c'est un vrai four, les températures sont extrêmes. Les agents, dont parmi eux l'officier Gordon King, tentent le tout pour sauver les occupants. Ils essaient d'abord d'entrer dans le domicile par la porte du garage, mais n'y parviennent pas à cause des flammes. Alors l'officier King se rabat sur l'entrée de la maison en essayant d'enfoncer la porte. Pendant qu'ils s'affairent à cette tâche, ils entendent quelqu'un à l'intérieur de la maison qui essaie de déverrouiller la serrure de cette porte d'entrée. Grâce à l'action de la police, la porte cède, mais les agents ne peuvent pas entrer dans le domicile. Il fait beaucoup trop chaud, le feu est partout, la visibilité est nulle à cause de la fumée et eux ne sont pas équipés pour y faire face. Quand les pompiers arrivent, il est malheureusement trop tard pour les 5 personnes qui n'ont pas réussi à fuir la maison à temps. Ils retrouvent les victimes décédées amassées derrière la porte d'entrée et blotties les uns contre les autres. Sans doute ont-ils tenté d'ouvrir la porte d'entrée, mais dans la panique, à cause de l'épaisse fumée qui leur occultait la vue, ils n'ont pas réussi à la déverrouiller. Les personnes qui ont péri dans ce tragique incendie sont Hassan Diol, 25 ans, et sa fille, Awa Bey, âgée de 6 mois. Le couple, Djibril Diol, 29 ans, et Adja Diol, 23 ans, ainsi que leur bébé, une petite fille nommée Khadija, de 22 mois. 3 personnes échappent au feu in extremis en sautant du 2e étage de la maison. Inutile de vous préciser qu'ils sont assez gravement blessés, souffrant notamment de fractures multiples et de séquelles psychologiques dues à ce tragique événement. Après le choc du drame vient le moment des questions et de la recherche de réponses, indispensables aux proches pour faire leur deuil. L'incendie est-il accidentel ou est-ce un incendie criminel ? Criminel ? Non, c'est improbable. Les Diol sont des gens discrets, sans histoire. Personne ne leur voulait du mal.
Et pourtant, en décortiquant les images de vidéosurveillance fournies par un voisin, les enquêteurs aperçoivent à 2h26 précisément 3 individus hautement suspects, dissimulés dans des sweatshirts à capuche et affublés de masques effrayants dignes de films d'horreur, le genre de masques que l'on trouve dans les magasins de costumes. L'un des individus semble tenir des canettes d'essence. D'après l'expert, le départ de feu se trouve à l'arrière de la maison. D'après les premières constatations des experts justement, les intrus seraient entrés par effraction, auraient versé de l'essence sur les murs, puis ont déclenché l'incendie avant de s'enfuir aussitôt. Le premier mobile qui vient à l'esprit est le motif racial. Il serait possible que les pyromanes étaient motivés par la haine des étrangers. C'est ce que tout le monde pense au début et c'est la piste privilégiée par les enquêteurs. La vérité dans cette affaire, c'est que les policiers ont exploité des pistes qui se sont avérées les unes après les autres être des impasses. L'enquête s'essouffle et il devient de plus en plus probable que l'affaire soit classée sans qu'on ait attrapé les coupables. Bien évidemment, si je suis là aujourd'hui pour en parler, c'est que ça ne s'est pas fini ainsi. Dans le but de trouver des témoins oculaires, les enquêteurs publient une photo du trio sur Twitter avec la légende suivante. L'incendie semblait être délibérément allumé par 3 personnes inconnues portant des sweats à capuche foncée et des masques complets, qui ont fui la région dans une berline 4 portes de couleur foncée. Ils annoncent aussi sur le compte Twitter la mise en place d'une récompense de 14 000 $ pour toute personne qui permettrait d'identifier les 3 individus masqués. Bon, je ne vais pas faire plus de suspense que ça, c'est un flop, ils ne recueilleront aucun témoignage probant. Cependant, l'affaire subit un revirement de taille quand face à l'enquête qui n'avance pas, le juge autorise exceptionnellement un mandat de perquisition numérique. Un type de mandat très controversé, mais qui s'avérera être crucial pour faire toute la lumière sur cette affaire. Concrètement, ce mandat permet aux enquêteurs de récupérer auprès du géant Google les adresses IP de toutes les personnes ayant recherché l'adresse de la maison des Diolle dans les 15 jours précédant le drame. Une façon de faire très intelligente et qui a été validée par la Cour suprême du Colorado, mais assez critiquée du fait qu'elle violerait les droits constitutionnels et la vie privée des individus. J'insiste sur ce fait parce que cette façon de faire a vraiment divisé l'opinion publique. Pour moi, à mon avis, sans avoir procédé ainsi, les autorités n'auraient jamais eu d'autre moyen de remonter jusqu'aux auteurs, parce que sur les lieux du crime, il n'y avait ni ADN, ni indice, puisque le feu a tout détruit sur son passage. Comme vous allez le voir par la suite, sans ce fameux mandat numérique, les Diolle et leurs familles n'auraient jamais obtenu justice, et le dossier de l'affaire aurait certainement fini, comme tant d'autres, dans un carton à prendre la poussière dans la section Cold Case de la police. Donc moi non, ça ne me choque pas, je trouve ça normal que la police utilise les moyens en sa possession pour trouver et punir les coupables. Cependant, j'aimerais bien avoir votre avis, ce que vous en pensez. Est-ce que vous voyez ce mandat numérique d'un bon œil ou pas? Et est-ce que vous comprenez que dans cette affaire, qui était dans une impasse, les policiers aient tenté le tout pour le tout? Maintenant qu'on a un peu les détails de ce drame, nous allons faire un petit retour en arrière. Petit flashback. Quelques jours avant cet horrible incendie, le 15 juillet de la même année, Kevin Bui, 16 ans d'origine vietnamienne, se fait voler son iPhone lors d'une supposée transaction de substances illicites au City Park de Denver, un parc immense, composé d'espaces verts, d'un musée, d'un beau lac, d'un zoo, tout ça situé au cœur de la ville. Autant dire que dans cet endroit, il y a une multitude de coupables potentiels. Le jeune homme est dégoûté, comme nous le serions tous à sa place. Et donc, quand Kevin perd son iPhone, il perd aussi beaucoup de données, en l'occurrence des données importantes pour son business. Rappelez-vous, Kevin n'a que 16 ans, alors à votre avis de quel genre de business on parle? Je vous laisse deviner, en vous donnant un indice, on parle d'herbe et de choses pas très légales. Heureusement pour lui, ce genre de vol étant de plus en plus courant, les fabricants leaders dans le marché des smartphones ont développé des applications très performantes qui permettent aux propriétaires de pouvoir géolocaliser leur téléphone volé. Pour Kevin, c'est un iPhone, donc chez Apple, cette application c'est Find My iPhone.
Déterminé donc à retrouver son fameux téléphone, il active l'application qui le dirige tout droit aux alentours de la maison de la famille Diol. Il en conclut donc de façon assez précipitée mais tout de même un peu logique que le voleur est un membre de cette famille. Plutôt que d'aller voir les autorités ou de sonner à la porte du supposé voleur pour le confronter, ni même tenter un tant soit peu de vérifier que c'est bien là que se trouve son iPhone, il décide de se venger d'une façon beaucoup plus sournoise pour se faire justice lui-même, à sa façon. Pendant plusieurs mois, il va planifier méticuleusement les moindres détails de sa vengeance. Et il ne compte pas agir seul. Pour mettre en place cette vengeance, il fait appel à deux amis à lui, Gavin Seymour, 19 ans, et Dylan Sibert, 14 ans. Le plan, incendier la résidence des Diol pour leur donner une bonne leçon. Mais avait-il uniquement l'intention d'effrayer la famille Diol, et la situation lui a malencontreusement échappé, ou avait-il dès le départ une vraie intention meurtrière? Telle est la question pendue aux lèvres des habitants de Denver. En tout cas, le trio meurtrier qui a provoqué cet incendie est identifié grâce aux découvertes suite au mandat numérique dont je vous ai parlé précédemment. Mais il y a ensuite d'autres preuves les incriminant qui ont été découvertes, en l'occurrence les échanges des trois suspects sur les réseaux sociaux. Le 15 juillet, Kevin informe ses complices du vol de son smartphone et l'un de ses amis déclare « They gonna get there », qu'on peut traduire par « ils vont avoir leur compte ». Le 1er août, le jeune homme envoie à ses copains sur Snapchat le hashtag suivant « Possibly ruin our futures and burn his house down », qui signifie « possiblement en train de ruiner notre avenir et de brûler sa maison ». En voilà une preuve de taille qu'ils étaient tout à fait conscients de la gravité des faits qu'ils étaient en train de préparer. Enfin, les techniciens de la police analysent les données de géolocalisation des téléphones des suspects. Ils ont la confirmation que le trio était bien chez les Diol au moment du début de l'incendie. Donc en janvier 2021, 5 mois après le drame, les enquêteurs ont enfin toutes les preuves nécessaires pour arrêter les 3 adolescents. Quatre ans plus tard, le 17 mai 2024, donc très récemment, Kevin, alors âgé de 20 ans, considéré être à l'origine de l'incendie qui a décimé la famille Diol, plaide coupable de meurtre au second degré. Il est jugé comme étant la tête pensante du groupe qui a mené ce quintuple meurtre et encourt donc la peine la plus longue du trio, jusqu'à 60 ans de prison, à laquelle peut s'ajouter une amende pouvant atteindre le $1 million. En réalité, il a passé un accord avec le procureur en plaidant coupable aux 2 chefs d'accusation de meurtre au 2e degré, les 60, oui, vous avez bien entendu, les 60 autres chefs d'accusation auxquels il faisait face, cambriolage, assassinat, tentative de meurtre, incendie, etc., tout ça est abandonné selon les termes de l'accord. Évidemment, du côté de la famille Diol, ils auraient préféré une peine de prison à vie, mais au moment des faits, Kevin était mineur, donc c'est impossible pour lui d'écoper de la prison à perpétuité puisque c'est contraire aux lois du Colorado. De plus, la peine de mort n'est pas envisageable non plus puisqu'elle est abolie dans cet État. Donc, 60 ans d'emprisonnement semble être quand même un bon compromis quand on sait qu'il ne sortira pas de prison avant l'âge de 80 ans. Durant l'audience, Kevin se fait discret. Vêtu de son uniforme vert de prisonnier et menotté, il ne répond que brièvement aux questions de la juge. Les proches des victimes, vivant en grande partie au Sénégal, n'ont pas pu faire le déplacement jusqu'à Denver. Cependant, encore lourdement affectés par la perte de 5 de leurs membres, dont 2 bébés innocents, ils assistent en direct à l'audience en visioconférence. Les parents de l'accusé, eux, sont bien présents et sont accompagnés d'un traducteur vietnamien. Le juge, Karen Brody, annoncera la sentence du jeune homme le 2 juillet de cette année. Je ne manquerai pas de vous tenir au courant du verdict via la rubrique communauté de la chaîne pour ceux qui sont abonnés, donc raison de plus pour le faire. Les 2 acolytes de Kevin, quant à eux, sont déjà passés devant le juge. Gavin a été condamné à 40 ans de prison ferme, et le plus jeune, Dylan, a pris 10 ans de rétention, partagée de la façon suivante. 3 années en détention dans un centre pour mineurs et 7 ans dans un programme pénitentiaire pour jeunes détenus. Pour finir, concernant la famille Bui, donc la famille de Kevin, ce n'est pas la première fois qu'ils font parler d'eux.
Tanya Bui, la sœur de Kevin, est aussi poursuivie au même moment en justice. Même si elle a un temps été suspectée de complicité dans les faits qui sont reprochés à son frère, elle a été mise hors de cause. Mais la jeune femme est inculpée pour d'autres raisons, la possession de marijuana avec l'intention d'en distribuer et la possession d'armes à feu dans le cadre d'un trafic de substances illégales. Elle risque jusqu'à 10 ans de prison. Kevin lui-même a été même attrapé une fois en prison en possession de comprimés de fentanyl disposés dans des sacs et cachés dans ses chaussettes et son pantalon. Enfin, le père de Tanya et Kevin, Tuan Bui, un comptable, serait lui aussi placé sous surveillance par la police. Il semblerait que Tanya avait l'habitude d'indiquer l'adresse du cabinet de comptabilité de son père à ses clients comme lieu de transaction pour son business de vente de substances. Mon petit doigt me dit qu'on n'a pas fini d'entendre parler de la famille Bui. Avant que le mobile du crime soit déterminé précisément par les investigateurs, la communauté sénégalaise du Colorado s'est sentie particulièrement menacée et vulnérable dans cet état où les crimes raciaux restent tout de même monnaie courante. Certains allant jusqu'à redoubler de vigilance en installant de multiples caméras chez eux pour se sentir plus en sécurité, craignant une série d'incendies perpétrés par des individus racistes. Finalement, le mobile du crime était la vengeance. Le plus dramatique dans cette histoire est que Kevin a cru à tort qu'un membre des Diol était le voleur. Il s'est avéré par la suite que la famille Diol, bien sous tout rapport, n'avait strictement rien à voir, ni de près ni de loin, avec le larcin. L'application désignait en fait une autre maison. Kevin, en plus d'avoir tué la famille de façon cruelle et barbare, s'est trompé de cible. Suite à l'incendie mortel, les proches des victimes ont lancé une cagnotte GoFundMe pour financer les funérailles et ont recueilli 218 000 $ de dons. Preuve que l'affaire a profondément marqué les esprits et suscité de l'intérêt chez la population. Le président sénégalais adressera lui-même ses condoléances en personne à la famille des 5 victimes. C'en est fini pour la vidéo du jour, j'espère que vous avez apprécié l'écouter. Je vous invite à me laisser un pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas, et à me dire ce que vous auriez fait, vous, à la place de Kevin, si quelqu'un vous avait volé votre iPhone et que vous arriviez à le géolocaliser. N'hésitez pas aussi, si vous avez des idées d'affaires à me proposer sur la chaîne, vous pouvez soit m'envoyer un mail, soit l'indiquer en commentaire, et si possible des affaires peu connues. Quoi qu'il arrive, restez toujours sur vos gardes, à bientôt!